Un mauvais agent immobilier peut faire totalement planter ton opération à plusieurs centaines de milliers d'euros, juste parce qu'il n'a pas compris un petit détail que tu lui as pourtant très bien expliqué. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître un bon agent immobilier, comment éviter à contrario les mauvais et surtout comment transformer n'importe quel agent, n'importe quelle relation avec un agent en véritable partenaire de négociation. Parce que quand tu sais faire ça, tu peux économiser littéralement des dizaines de milliers d'euros sur toutes tes opérations immobilières. Tu peux apporter vers toi de manière automatique, de manière naturelle, tout un flux d'opportunités en immobilier. Je vais te donner également deux exemples concrets où des agents immobiliers ont failli faire sauter des deals de mes clients, pas par malhonnêteté, hein, c'est rarement le cas, mais simplement par incompréhension, voire même incompétence. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant de critiquer les agents immobiliers, il faut, dans un premier temps, bien comprendre leur métier, parce que agent immobilier, c'est pas un métier facile. Il y a énormément d'agents qui travaillent finalement comme des entrepreneurs, qui doivent prospecter, rentrer des mandats, rappeler des propriétaires en permanence, organiser des visites, gérer des acheteurs qui ne répondent pas ou qui disparaissent, des financements qui tombent à l'eau après plusieurs mois de travail, ou des vendeurs tout simplement qui changent d'avis, qui ne veulent plus vendre. Et derrière, tant que la vente elle se fait pas, très souvent l'agent n'est pas rémunéré, donc il ne peut pas gagner sa vie. Donc c'est un métier qui demande énormément de rigueur, de discipline, de constance, d'humain également, et disons-le clairement, de se sortir les doigts du cul pour être vulgaire, mais pour être honnête. Parce qu'on peut très vite finalement devenir un agent immobilier médiocre si on se contente de mettre 3 annonces en ligne, d'attendre que le téléphone sonne et d'envoyer quelques mails automatiques tous les jours. Comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Le problème, c'est que personnellement, je trouve quand même que c'est assez difficile aujourd'hui de tomber régulièrement sur des bons, voire d'excellents agents immobiliers. Je dirais que le top 40% est à peu près correct. Le top 20%, là, on trouve vraiment des bons agents immobiliers. Et ensuite, les 5-10% restants, c'est vraiment la crème de la crème, ce que tu veux avoir dans ton portefeuille. Et tu vas voir la différence entre un bon et un mauvais agent, ça se joue souvent dans des détails. Des détails qui peuvent te faire gagner, comme j'ai dit au début de la vidéo, ou perdre des milliers d'euros. Et c'est là tout le cœur du sujet. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'agents n'arrivent pas à comprendre les investisseurs immobiliers. Quand je dis un excellent agent immobilier, je ne parle pas de quelqu'un qui sait ouvrir une porte, faire une visite finalement et te dire que l'exposition elle est sud-sud-ouest. Enfin, voilà, je ne parle pas de quelqu'un qui sait faire visiter un bien. Ça, tout le monde est censé savoir le faire. Même un particulier est censé pouvoir le faire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je parle de quelqu'un qui est capable de comprendre à la fois les intérêts de son vendeur, mais également ceux de l'acheteur qui est en face. Parce que tu ne vas pas parler de la même manière à quelqu'un qui achète sa première résidence principale qu'à quelqu'un qui veut faire un investissement locatif. Ou alors à quelqu'un qui est déjà expérimenté dans le domaine, qui possède 10 appartements ou un marchand de biens qui est pour le coup beaucoup plus professionnel. Les attentes ne sont donc pas les mêmes, les contraintes ne sont pas les mêmes, et les montages financiers, juridiques, fiscaux ne sont pas les mêmes, et forcément les questions qui en découlent seront différentes selon la personne que tu as en face. Et paradoxalement, ils peuvent mal, voire même très mal défendre leur dossier. Tu peux avoir un excellent acheteur en face, quelqu'un de sérieux qui réfléchit à son financement, qui a montré sa capacité à être financé, qui connaît ses contraintes, qui te formule une proposition cohérente, et même une bonne proposition, c'est bien pour toi que pour ton client. Mais si l'agent ne comprend pas ce que l'acheteur lui explique et raconte mal finalement l'histoire au vendeur, raconte mal les critères de négociation, tu vas créer un quiproquo, des incompréhensions, et parfois tu vas faire littéralement capoter une opération qui aurait autrement pu parfaitement bien fonctionner. Maintenant, comment est-ce que tu dois voir les choses à ce niveau-là? Juridiquement, quand un agent possède un mandat de vente, il représente son client vendeur, donc il n'est pas totalement neutre. Mais économiquement, c'est très important. Son intérêt, bien évidemment, reste dans le fait que la transaction se fasse in fine. Et si la transaction ne se fait pas, comme l'a dit, généralement, il n'y a pas de rentrée d'argent, et donc l'agent immobilier ne peut pas gagner sa vie. Et c'est précisément pour ça qu'un bon agent immobilier peut devenir un véritable partenaire de négociation. Personnellement, quand je négocie mon bien, mon objectif, c'est jamais de me battre contre l'agent immobilier. Mon objectif, c'est d'abord de négocier avec lui, pas contre lui, et dans tous les cas, ensuite, de trouver une solution pour convaincre le vendeur d'accepter mes conditions. Et ça change complètement la dynamique parce que si dès le début, tu arrives en disant votre commission est trop élevée, le prix il n'est pas bon par rapport au marché, le vendeur il rêve complètement par rapport à ce qu'il veut, là tu crées déjà un conflit, tu crées déjà une tension et une opposition. Personnellement, je vais rarement commencer par essayer de négocier la rémunération de l'agent. D'ailleurs, je le fais même jamais parce qu'on ne négocie jamais l'agent, on négocie toujours le vendeur. Je préfère que l'agent soit motivé à défendre son dossier, je préfère qu'il ait envie que mon offre passe plutôt que de contrarier à ce niveau-là. Le vendeur qui vend un bien plusieurs centaines de milliers d'euros, il peut parfois accepter 1000, 2000, 3000, 5, 10 000, enfin selon le dimensionnement de l'opération, euros de moins de négocier. Alors que pour l'argent, quelques milliers d'euros, voire même quelques centaines d'euros, ça peut représenter une partie très importante de sa rémunération parce que ça se trouve, il fait qu'un seul ou deux deals par mois. Donc stratégiquement, je préfère largement garder l'agent immobilier de mon côté. Et pour ça, il y a quelque chose d'extrêmement important, expliquer. Simplement expliquer dans le détail ton projet. Il faut expliquer tout, ton financement, tes conditions, ce que tu vas faire comme travaux, ce que tu envisages pour le bien, les changements de destination éventuels. Il faut expliquer pourquoi tu demandes finalement telle ou telle chose. Il faut être 100% transparent. Parce que le but, c'est que l'agent soit capable d'aller voir son vendeur et de présenter ton offre correctement. Tu dois presque lui donner tous les arguments qui vont lui permettre de défendre ton dossier dès le début. Si tu poses une condition assez inhabituelle, que soit lui, soit le vendeur ne maîtrise pas forcément, que tu dis juste moi je veux ça, sinon j'achète pas, forcément l'agent immobilier il va se poser des questions, il ne va pas être apte à défendre ton dossier de la bonne manière.
Alors que si tu lui expliques, voilà exactement pourquoi j'ai besoin de telle ou telle condition, voilà ce que ça change pour moi, voilà ce que ça change aussi pour le vendeur, voilà pourquoi ça sécurise la transaction et voilà comment ça va être traité par le notaire, par la banque, etc. Là, tu lui permets de comprendre ton dossier et surtout, tu lui permets de rassurer le vendeur et donc d'avancer dans le bon sens. Il ne faut pas oublier que certains vendeurs sont compliqués, voire même très compliqués, et les agents le savent très bien, forcément. Des vendeurs avec un attachement affectif extrêmement fort au bien, des vendeurs qui pensent que leur maison vaut beaucoup plus cher que le marché parce qu'ils ont élevé leurs enfants et qu'ils ont fait une deuxième cuisine, des vendeurs qui changent d'avis toutes les 2 semaines, qui ne savent plus se positionner correctement, des vendeurs aussi qui sont très fermés à la négociation. Tu vas leur proposer, je sais pas, ils ont leur bien en vente à 400 000 euros, tu leur proposes une offre à 380 et ils vont vivre ces 20 000 euros de négociation comme une attaque personnelle limite. Donc parfois l'agent est coincé entre les deux mondes et plus tu l'aides à comprendre ton raisonnement, plus tu lui donnes de matière pour travailler son propre vendeur au corps. Si jamais tu veux comprendre comment structurer tes opérations immobilières de A à Z et surtout négocier efficacement avec tous les interlocuteurs et pas seulement les agents immobiliers, je parle aussi des notaires, des vendeurs en direct, des artisans, de la banque, etc. Je t'ai créé une formation gratuite de plus d'1 heure et demie qui explique tout le processus. Le lien est en description. Sur ce, on continue. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît, à quoi on reconnaît un bon agent immobilier? Il y a une partie, je ne vais pas te mentir, qui se joue au feeling, mais il y a aussi forcément des signaux assez objectifs sur lesquels t'appuyer. Un bon agent, c'est quelqu'un d'humain avant tout, quelqu'un qui va te poser des questions, qui va chercher à comprendre qui tu es, qui s'intéresse à toi, pourquoi tu achètes, ce que tu recherches, comment tu finances, qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'acheter, et ensuite ce qui est négociable, ce sur quoi tu comptes négocier, et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va simplement te demander quelle surface tu recherches, combien de mètres carrés, dans quelle ville, quel budget, qui va te balancer ensuite par mail automatique, on connaît tout ça, tous les T3 entre 150 et 250 000 euros de Arcachon, tu vois. Ça, c'est pas comprendre ton projet. Comprendre un investisseur, c'est comprendre qu'un T3 peut devenir un T4, qu'un appartement mal agencé, ça peut devenir une vraie opportunité, qu'un DPE en F ou G, c'est pas forcément rédhibitoire si les travaux sont bien menés. C'est juste comprendre que tu ne cherches pas juste une maison ou un appartement ou un immeuble, mais vraiment que tu cherches une opération. C'est ça qui est important. Il ne faut pas juste viser le bien en lui-même, mais la globalité de la chose. Deuxième critère, c'est la réactivité. Admettons que tu passes 1 heure à étudier un bien, appeler l'agent immobilier, à faire une visite, à prendre le temps de te déplacer, tu vas demander ensuite tous les documents nécessaires, le règlement de copro, les derniers PV d'AG, les diagnostics, toutes les charges, taxes foncières, etc. Et derrière, l'agent immobilier, il met 3 jours à te les envoyer, et te les envoie même au compte-gouttes, il t'envoie seulement un document sur les 5 que tu as demandé. Pour moi, ça c'est déjà un très mauvais signal. Je peux comprendre qu'il y ait un document qui soit manquant, qu'il n'ait pas forcément toutes les cartes en main, mais dans ce cas-là, dis-le moi. J'ai pas encore ce document que vous me demandez, je reviendrai vers vous très bien. Moi, je suis informé, je suis au courant, et j'attends, et je sais pourquoi j'attends. Ce que je supporte beaucoup moins, c'est le détachement, le fait de donner l'impression de se foutre finalement, et l'impression que tu es le seul à vouloir que l'opération avance. Donc tu passes ton temps à relancer toujours, encore et encore, tu demandes le document pour la 3e fois, personne ne sait où il est, et au bout d'un moment, tu te demandes, est-ce que cette personne a réellement envie de vendre le bien et que la transaction se fasse? Est-ce que cette personne a réellement envie de travailler, de collaborer avec moi pour que ça avance? Parce que quand tu tombes sur ce type d'interlocuteur, tu perds à la fois du temps, de l'énergie et indirectement de l'argent, parce qu'en immobilier, du temps perdu, c'est généralement de l'argent perdu également. Et ensuite, d'autres signaux à regarder, tout ce qui est comportement, franchement, suspect. Quelqu'un qui va éviter certaines questions, qui va répondre complètement à côté de la plaque, qui va minimiser aussi certaines problématiques. Quelqu'un qui organise des visites uniquement à certains horaires, alors que le bien possède une nuisance particulière, en tout cas un environnement bruyant à certaines heures, et ça peut se voir facilement. Ça peut être une autoroute, une nationale, une activité commerciale, des bars, peu importe. Une nuisance que tu ne peux pas constater au moment de la visite parce qu'il le fait exprès. Donc je ne dis pas que chaque visite organisée à 14 heures cache quelque chose de suspect, mais si tu identifies plusieurs incohérences comme ça, pose des questions. Si tu vois qu'il esquive un peu, reviens à des horaires différents, va voir le quartier seul, discute avec les habitants, avec les voisins, pour avoir un peu plus d'informations. Autre comportement problématique, l'agent avec lequel tu as expliqué précisément les conditions depuis le début, qui te dit qu'il a tout compris, et là, arrivé au compromis, à la promesse de vente, à la signature, en réalité, rien n'a été compris ou transmis de la bonne manière. Et là, tout le monde découvre ou fait semblant de découvrir le problème. Ah bon, vous vouliez cette condition-là? Oui, je l'ai expliqué 3 fois. C'est le genre de choses moi, qui m'exaspère et qui me fait un peu perdre confiance en le métier d'agent immobilier. Bon, maintenant, attention à ne pas confondre ignorance et malhonnêteté. Un agent ne peut pas tout connaître sur le bout des doigts, notamment quand tu travailles sur des opérations complexes. Il peut y avoir des montages qu'il a rarement l'occasion de rencontrer, et c'est pas dramatique. Et c'est même justement l'occasion de tout lui expliquer, de tout lui détailler. Un très bon professionnel de l'immobilier, c'est quelqu'un qui sait dire, qui sait avouer, je sais pas, je vais vérifier, je reviens vers vous. Et qui revient réellement avec une réponse derrière, qui vous laisse pas en plan. Le mauvais professionnel, c'est quelqu'un qui également ne sait pas, mais qui au lieu d'avoir l'honnêteté d'avouer qu'il ne sait pas, va inventer une réponse, ou qui va décider automatiquement que ce que tu demandes, c'est impossible. Je t'avais promis 2 exemples concrets en début de vidéo. Au sujet de mes clients, voici le premier. Donc, récemment, je travaillais avec un client sur une opération. On voulait faire ce qu'on appelle un acte en main, c'est-à-dire que l'objectif était de faciliter le financement global du projet, de préserver la trésorerie du client. Et là, l'agent immobilier n'a absolument pas réussi à expliquer correctement au vendeur ce qu'on voulait faire.
très rapidement, c'est devenu les notaires de la région ne font pas ça, ne s'y connaissent pas, c'est compliqué, le vendeur ne va pas accepter déjà des affirmations sans même avoir pris la peine de demander. Pourtant, une règle de base assez simple, c'est qu'avant de décider que quelque chose est impossible, il faut d'abord comprendre la logique derrière, comprendre le montage. Le principe de l'acte en main, en l'occurrence, il existe, ça fait des dizaines d'années que des gens l'utilisent. Il faut que le montage simplement soit correctement rédigé, que le notaire le formalise, et c'est pas quelque chose qu'on peut balayer simplement d'un revers de la main parce que, sous prétexte qu'on l'a jamais fait. Et surtout, tout dépend aussi de comment tu présentes les choses au vendeur. Si tu vas voir le vendeur en disant l'acheteur veut faire un montage bizarre avec les frais de notaire qui sont à votre charge, évidemment qu'il va avoir peur. Alors que si tu lui expliques précisément l'économie globale de l'offre, pourquoi c'est supérieur au prix du bien, ce qui va réellement toucher, pourquoi ça va rien changer pour lui, ce que ça implique, et ce que ça permet surtout à l'acquéreur, là, tu n'as plus du tout la même discussion et forcément, tu n'as plus du tout la même réaction en face. Et moi, c'est exactement ça que j'attends d'un bon agent immobilier, pas qu'il connaisse toutes les subtilités du financement par cœur, mais qu'il soit suffisamment curieux, suffisamment ouvert et professionnel pour chercher à comprendre avant de dire non fermement. Deuxième exemple avec un autre client, le sujet du séquestre. Tu entends très souvent qu'il faut mettre 5% ou 10% de dépôt de garantie chez le notaire pour que si jamais ça se passe mal, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, le vendeur puisse récupérer rapidement son argent si par exemple la condition de financement n'a pas été respectée. Donc à ce sujet, les agents IMO vont très souvent te dire qu'il faut mettre 5-10% comme si c'était une obligation légale. Et non, le dépôt de garantie c'est une pratique courante, mais son montant il se négocie et selon les opérations, immobiliser 5, 10, 15 000 euros pendant plusieurs mois, ça peut avoir un impact très important. Dans le cas de mon client, lui avait besoin de cette trésorerie pour avancer ça sur son opération. Et ça aussi, il faut pouvoir l'expliquer, parce que dépenser plusieurs milliers d'euros avant même d'être propriétaire, ça peut être également une preuve d'engagement. Tu peux ne pas vouloir mettre de séquestre, parce que généralement on fait ça parce que c'est égal de bonne volonté et d'engagement, mais tu peux tout à fait dire moi je m'engage parce que cet argent j'en ai besoin pour le projet avant même d'être propriétaire. Personnellement ça m'est aussi déjà arrivé, que ce soit pour faire venir un bureau d'études structure, pour étudier la faisabilité d'un projet, payer un architecte d'intérieur, faire avancer des études, alors que j'étais même pas encore propriétaire, mais parce que je savais pertinemment que j'allais m'engager et que j'allais acheter. Évidemment, ça représente un risque. Je ne conseille pas à quelqu'un qui débute ou qui découvre l'immobilier d'engager 10 000 euros avant d'être propriétaire, mais ça peut être également une solution. Bref, et donc si tu dis en tant qu'agent immobilier à un vendeur, cet acheteur-là, il ne veut pas immobiliser 10 000 euros sur un compte pour rien, parce qu'il va investir cette somme dans des études qui concernent directement ce projet, c'est pas le signe d'un acheteur peu sérieux, c'est même exactement l'inverse, et ça va pouvoir rassurer le vendeur. Mais encore faut-il que l'agent comprenne l'argument et l'explique, le retranscrive correctement. Un autre signal fort, cette fois-ci d'un bon agent, c'est ce qu'il fait après la première opération qui a raté. Très souvent, tous les biens ne vont pas fonctionner du premier coup. Tu vas faire des visites qui mèneront à rien, des offres qui vont être refusées, des problèmes de structure, de copro, peu importe, des problèmes d'urbanisme, des choses qui vont faire que le projet n'est pas faisable. C'est tout à fait normal, c'est même courant. L'immobilier, c'est un travail de volume, de répétition et de long terme. Et un très bon agent, il ne va pas disparaître après la première visite. Il t'a compris, il a compris ce que tu recherches, et quelques semaines plus tard, il te rappelle en disant j'ai quelque chose qui vient de rentrer, c'est pas exactement ce que vous m'aviez demandé, mais je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser, qu'il y a possibilité de faire ci, ça selon ce que vous m'avez dit. Là, tu as quelqu'un qui travaille réellement, là, tu as quelqu'un de sérieux en face de toi. Et parfois, c'est ces biens-là qui sont pas forcément les meilleures opérations sur le papier à première vue, qui vont aller au bout. Parce que l'agent a compris ta logique suffisamment profondément pour te proposer quelque chose qui ne correspond pas littéralement à tous tes critères, mais qui correspond à ta stratégie globale et sur laquelle tu vas pouvoir faire quelque chose. Et évidemment, la relation, elle fonctionne dans les deux sens. Toi, tu ne peux pas attendre qu'un agent pense à toi si tu as fait une visite avec lui il y a 6 mois et que tu lui as jamais parlé depuis, tu l'as jamais relancé. Ça, c'est très important. Relance toujours les agents immobiliers, au moins une fois tous les 1 mois, 2 mois. Entretiens des relations, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et avoir des deals qui rentrent de manière passive. Tu verras qu'avec le temps, tu vas créer ton réseau, et plus ton réseau devient bon, plus tu fais le tri entre les bons et les mauvais, moins tu vas dépendre des annonces en ligne que tout le monde voit sur le bon coin, sur ce loger, qui vont, si elles sont très bonnes, qui vont partir en un rien de temps. Et parfois même, ça c'est un peu le Graal, bon, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, il n'y a pas que des bonnes opérations, mais tu vas même finir par avoir des biens, ce qu'on appelle off-market, qui ne sont pas des biens directement en ligne, et qui vont pas être diffusés tout de suite, et dont tu vas pouvoir profiter avant tout le monde. Donc, si je résume bien, travailler avec un agent immobilier, c'est absolument pas une guerre entre l'acheteur, le vendeur et l'intermédiaire. Un bon agent peut faire gagner énormément de temps à tout le monde, il peut expliquer ton offre au vendeur, il peut faire comprendre la psychologie du vendeur, il peut te dire jusqu'où une négociation semble possible, sans l'affirmer, il peut débloquer des incompréhensions, et il peut aussi te rappeler 6 mois plus tard avec exactement le bien, la pépite que tu cherchais depuis tout ce temps. A l'inverse, un mauvais agent peut faire énormément de dégâts sur ton opération, sur ta motivation aussi à continuer là-dedans. Pas forcément volontairement, mais parfois simplement parce qu'il est plus rigoureux, parce qu'il communique mal, parce qu'il ne comprend pas ce que tu lui demandes, et parce qu'il présente mal ta proposition à son client, au vendeur. Donc ne pars pas du principe que tous les agents sont mauvais, mais ne pars pas non plus du principe que parce que quelqu'un possède une carte T, une carte professionnelle, il maîtrise son opération, il maîtrise son sujet. Malheureusement, dans la plupart des cas, il y a plus de mauvais agents immobiliers que de bons agents immobiliers. Alors observe, pose des questions, regarde sa réactivité, regarde s'il cherche à comprendre ton projet, regarde s'il assume quand il ne sait pas quelque chose, regarde surtout s'il va chercher la réponse que tu veux obtenir. Et quand tu trouves quelqu'un de bien, surtout, garde-le dans ton réseau précieusement et entretiens à nouveau cette relation. Un très bon agent immobilier, il faut savoir que quand tu investis régulièrement, ça peut devenir littéralement un actif
quelqu'un qui connaît ta manière de travailler, qui sait que tu es sérieux, qui va revenir vers toi en priorité et qui sait que tu es finançable et que tu es capable de mener à bien l'opération. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble sur ton projet immobilier, que tu veux bénéficier de mon réseau et de mon expérience, de mon expertise, je t'invite à m'envoyer un message directement sur WhatsApp, le lien est en description, on pourra parler de ton projet. Tu peux également rejoindre le canal WhatsApp sur lequel je partage du contenu sur l'immobilier, des vocaux, des outils stratégiques. Je repartage aussi toute ma chaîne YouTube, comme ça tu peux y avoir accès et ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.